Altercation à Strasbourg. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'aurais volontiers débattu avec vous sur notre programme de présidence, que j'ai présenté ici, mais il est évident que cela ne vous intéresse pas. Vous préférez organiser ici une sorte d'intifada politique partisane, en répétant toutes les accusations mensongères de la gauche contre la Hongrie. Ce que vous avez présenté ici n'est que de la pure propagande politique. Je ne vous en veux pas pour cela, car vous êtes des députés parlementaires, et si c'est votre choix, alors ainsi soit-il. Ce qui m'a néanmoins surpris, c'est l'intervention de la présidente de la Commission, car il est indéniable qu'il existe des divergences entre la présidente de la Commission et la Hongrie, divergences que j'ai délibérément choisi de ne pas aborder ici, étant donné que notre travail dans le cadre de la présidence est consacré à l'Europe. Je trouve regrettable que la présidente projette ces divergences sur le travail de la présidence. Ce n'est pas correct, selon moi. Malheureusement, je dois évoquer des souvenirs plus anciens. Autrefois, cela ne se serait jamais produit. Un président de la Commission ne se serait jamais permis de tenir de tels propos. Cela aurait été inconcevable. Dans le passé, comme le stipule le traité fondateur, la Commission était le gardien du traité. C'était un organe neutre, chargé de veiller au respect des traités. Son rôle était de mettre de côté les querelles politiques et de traiter les divergences sur le terrain juridique. Malheureusement, je constate que la présidente transforme cette fonction, faisant de la Commission un outil politique, une arme qui attaque les patriotes, les conservateurs et les défenseurs d'une Europe des nations. Ce n'est pas acceptable, selon moi. J'ai délibérément évité d'aborder la question de l'Ukraine dans le cadre de notre présidence. Mais si vous le souhaitez, parlons-en. Madame la présidente de la Commission, je rejette fermement vos propos. Toute analogie ou comparaison entre les combattants hongrois de la liberté de 1956 et la situation en Ukraine est une erreur et une insulte à la mémoire des combattants de la liberté hongrois. Il n'y a aucun lien entre 1956 et la guerre russo-ukrainienne. Au nom des combattants de la liberté hongrois, je rejette toutes les analogies historiques fallacieuses et trompeuses. Cependant, je suis prêt à discuter d'un point qui commence à émerger dans le discours public anglo-saxon et que beaucoup acceptent. Ce point, que les défenseurs de la guerre en Europe semblent refuser d'accepter, est le suivant. Si nous voulons gagner, nous devons d'abord avoir le courage d'admettre que nous sommes en train de perdre. Car la réalité est que nous perdons sur le front ukrainien. Et vous agissez ici comme si ce n'était pas le cas. La vérité est que, grâce à des décisions imprudentes, des calculs erronés et une stratégie défaillante, l'Union européenne s'est lancée dans cette guerre de manière irréfléchie, en partie à cause de la présidente de la Commission. Si nous voulons gagner, il faut changer cette stratégie perdante. C'est une stratégie mal conçue et mal exécutée. Si nous continuons dans cette direction, nous allons perdre. Si nous voulons éviter cela, nous devons adopter une nouvelle stratégie. Je vous invite à réfléchir à cette suggestion. Dans toute guerre, il doit y avoir une activité diplomatique, une communication, des contacts directs ou indirects. Si nous négligeons cela, nous sombrerons de plus en plus dans l'abîme de la guerre. Les situations deviendront de plus en plus désespérées, les pertes humaines se multiplieront, des milliers, voire des centaines de milliers, de personnes mourront comme c'est déjà le cas en Ukraine. Avec cette stratégie, ce conflit ne trouvera pas de solution sur le champ de bataille. C'est pourquoi je vous propose de défendre la paix. Plaidons pour un cessez-le-feu et élaborons une autre stratégie, car si nous continuons ainsi, nous perdrons tous. Quant aux critiques de la présidente de la Commission sur la Hongrie, selon lesquelles nous aurions simplement libéré des passeurs, elles sont infondées. Ce n'est pas vrai. La Hongrie arrête tous les passeurs, puis les expulse du pays après un certain temps, avec l'avertissement que s'ils reviennent, leur peine de prison sera doublée. C'est pourquoi ils ne reviennent pas. Nous avons libéré l'Europe de plus de 2000 passeurs, Madame la Présidente. Pour cela, nous devrions recevoir des remerciements, et non des critiques. Certains, comme M. Weber, ont plaidé pour l'unité européenne.
Nous sommes partisans de l'unité dans la diversité. Nous n'accepterons jamais que l'unité européenne signifie qu'on nous ordonne de nous taire si quelque chose ne nous plaît pas. L'unité européenne ne signifie pas que tout le monde doit se taire lorsqu'il est en désaccord avec la majorité ou avec la présidente de la Commission. En Hongrie, le gouvernement bénéficie d'une majorité des 2/3 au Parlement. Mais jamais il ne se serait permis ce que vous avez fait ici. En Hongrie, malgré la majorité des 2/3, l'opposition a toujours obtenu les postes qui lui revenaient dans les commissions parlementaires. Mais vous avez privé les patriotes de ce droit ici. Et vous osez nous donner des leçons de démocratie. C'est absurde. Monsieur Weber a déclaré que personne ne voulait dialoguer avec nous. C'est une insulte grave envers ceux qui l'ont fait. Selon vous, ces personnes ne seraient donc personne. Dans le cadre des préparatifs de la présidence, je me suis rendu auprès de votre chancelier en Allemagne, du président français à Paris et de la première ministre italienne à Rome. Ils ne sont personne, ils sont les personnes, monsieur Weber. Je suis désolé de voir que le président du groupe du Parti populaire européen déforme ainsi la réalité. Vous affirmez que le parti au pouvoir en Hongrie n'a pas gagné les élections européennes en Hongrie. Nous avons obtenu 45% des voix. Et vous, en Allemagne, seulement 30%. Alors, qui a gagné ici, monsieur Weber? Puisque vous ne reculez pas devant les remarques personnelles, permettez-moi également une remarque personnelle. La colère est une mauvaise conseillère. Nous connaissons les conflits qui existent entre nous. En 2018, j'ai joué un rôle décisif pour que vous ne deveniez pas président de la Commission européenne. J'étais pourtant prêt à vous soutenir. Je vous l'avais même promis. Mais vous avez ensuite déclaré que vous ne vouliez pas devenir président de la Commission avec les votes des Hongrois. Eh bien, vous ne l'êtes pas devenu. C'est pour cela que vous êtes en colère contre moi. Vous vouliez être assis à la place où se trouve aujourd'hui Ursula von der Leyen. Et à cause de moi, vous n'y êtes pas. C'est pour cela que vous m'en voulez. Mais je ne peux rien y faire. Je suis désolé que ce conflit vous ait transformé en un homme hungarophobe. Cela me rend incapable de prendre vos remarques au sérieux. Je vous prie donc instamment de ne pas mêler vos rancunes personnelles aux débats européens. À Madame la députée Pérez, avec le plus grand respect, je dois dire que débattre est une bonne chose, mais un minimum de connaissance des faits ne ferait pas de mal pour un tel débat. L'ignorance n'est pas une bonne position dans une discussion. Vous accusez la Hongrie de maintenir des impôts élevés. Pourtant, nous avons un impôt sur le revenu de 15%, sous forme de flat tax, impôt forfaitaire. Vous affirmez que l'économie hongroise se porte mal, alors qu'elle croît 2 fois plus vite que la moyenne de l'Union européenne. Vous dressez un tableau injustement sombre de notre économie. Les faits ne comptent-ils donc pas, Madame la députée? Je remarque que Madame la députée française, représentant la République en marche, critique notre système constitutionnel hongrois. Mais acceptez que nous ayons le droit à notre propre constitution. Vous prétendez que nous discriminons certaines communautés en Hongrie en fonction de leur mode de vie. Cela est tout simplement faux. La Constitution hongroise garantit à chacun le droit de vivre selon sa propre conception de la vie. Cependant, il est vrai que la Constitution hongroise protège les familles, les enfants et le mariage. Oui, il est stipulé dans notre Constitution que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Il est également précisé que le père est un homme et que la mère est une femme. Nous avons le droit d'adopter ces dispositions. Ne nous en privez pas, je vous prie. Concernant les accusations de corruption visant la Hongrie, je dois les rejeter fermement. Si vous voulez, nous pouvons entrer dans un débat personnel, bien que ce soit ironique, étant donné que nous sommes dans une assemblée qui a elle-même une certaine expérience en matière de corruption, n'est-ce pas? Cette institution veut-elle vraiment donner des leçons de lutte contre la corruption à n'importe quel État membre? Vous êtes sérieux? Un député de votre groupe a déclaré que de nombreux Hongrois quittent leur pays. Ce n'est pas vrai. Proportionnellement, autant de Hongrois travaillent à l'étranger que d'Autrichiens. Les Autrichiens fuient-ils leur pays, eux aussi? C'est une conception fausse, une propagande malveillante. Concernant les fonds européens, je voudrais simplement rappeler que nous savons tous que 80% de l'argent que l'Union envoie à la Hongrie retourne dans vos poches.
Les subventions versées à la Hongrie finissent dans les caisses de vos entreprises. Et après cela, vous nous critiquez pour avoir accepté les fonds européens. Est-ce logique? Quant aux représentants de la gauche, vous nous accusez d'être hostiles aux syndicats, ce qui est injuste. Nous avons conclu des accords avec les syndicats. Récemment, nous avons convenu d'un programme pluriannuel d'augmentation des salaires. Nous avons également négocié une augmentation du salaire minimum, et nous continuons à discuter. Il y a de bonnes chances que nous parvenions à un accord sur les augmentations salariales pour les années à venir. Quant au mot « nazi », ce n'est pas moi qui l'ai introduit dans cette conversation, mais vous. Vous avez dit que je suis un antifasciste. Je respecte cela. Mais ici, je prends la parole pour un citoyen allemand qui est venu en Hongrie. Cet individu a attaqué violemment des passants dans la rue, causant de graves blessures corporelles simplement parce qu'il n'aimait pas leur apparence. Ça, c'est un comportement nazi. En Hongrie, on ne peut pas attaquer des gens dans la rue pour des raisons politiques, puis venir au Parlement européen en demandant d'échapper à la prison pour des crimes de droit commun commis en Hongrie. Cela n'est pas acceptable. Je vous demande de réfléchir à cela, et de ne pas me demander de libérer des criminels condamnés des prisons hongroises. La présidente de la Commission a mentionné le nombre de Russes travaillant en Hongrie. Nous sommes ici dans un cas d'hypocrisie. L'an dernier, nous avons délivré 3000 permis de travail pour un total de 7000 Russes travaillant en Hongrie. Madame von der Leyen est allemande, n'est-ce pas? Alors parlons de l'Allemagne. En Allemagne, 300 000 Russes travaillent. 300 000. Et vous m'accusez? Madame la présidente Pérez dit que l'Espagne compte 100 000 Russes. 100 000. Et encore, vous me critiquez? En France, il y a 60 000 Russes qui travaillent. Et vous critiquez la Hongrie pour ces 7 000 travailleurs russes? Est-ce équitable? En ce qui concerne les relations économiques, la Hongrie commerce de manière transparente. Mais si je regarde vos pays, je vois que beaucoup d'entre vous contournent les sanctions en commerçant avec la Russie via des pays asiatiques. Voici les chiffres. L'Union européenne exporte chaque mois pour $1 milliard de marchandises supplémentaires vers certains pays d'Asie centrale par rapport à avant la guerre en Ukraine. Pourquoi donc? C'est ainsi que vous contournez les sanctions. Les entreprises allemandes, françaises et espagnoles les contournent de cette manière. Vous parlez aussi d'énergie. Depuis le début de la guerre, les pays occidentaux ont acheté pour $8,5 milliards de pétrole russe raffiné en Turquie ou en Inde. Et vous nous critiquez pour cela? 8,5 milliards. C'est de l'hypocrisie. En 2023, vous, les Occidentaux, avez acheté 44% de pétrole russe en plus qu'un an auparavant. Vos entreprises paient des taxes qui alimentent le budget russe. Ces taxes représentaient 1,7 milliard de dollars. Et vous nous accusez de proximité avec la Russie? C'est vous qui la financez. La vérité, c'est que je ne suis pas venu ici pour vous reprocher ces faits. Cela ne m'intéressait pas. Je suis venu pour présenter le programme de la présidence hongroise. Je voulais vous dire qu'il y a des problèmes. Je voulais vous dire, chers dirigeants de groupes politiques, qu'il y a un problème de compétitivité, un problème migratoire, qu'il faut changer des choses. La présidence hongroise a quelques propositions que nous discutons avec les autres chefs de gouvernement, mais nous aimerions que le Parlement les soutienne aussi. C'est pour cela que je suis venu. Mais vous avez transformé cette rencontre en un affrontement purement politique. C'est profondément regrettable. Mais je ne vous laisserai rien passer. À aucun d'entre vous. Si vous attaquez la Hongrie, je défendrai mon pays. Je vous remercie. Les propos de Viktor Orban, empreints de convictions fortes et d'une défense vigoureuse de sa position, offrent plusieurs leçons d'excellence à méditer, notamment dans le domaine du leadership, de la communication et de la gestion des critiques. Voici les principales leçons que l'on peut en tirer. 1. Défendre ses convictions avec courage et clarté. Viktor Orban démontre l'importance de rester fidèle à ses valeurs et de les défendre, même face à des critiques hostiles. Soyez courageux et clairs dans l'expression de vos convictions. Les leaders qui réussissent savent défendre leurs principes sans compromis, tout en restant cohérents et factuels. 2. Utiliser les faits pour répondre aux critiques. Orban ne se contente pas de rejeter les accusations,
il les réfute en s'appuyant sur des données concrètes, chiffres sur les travailleurs russes, exportations européennes, etc. La meilleure réponse aux critiques est fondée sur des faits vérifiables. Maîtrisez vos données et vos arguments pour renforcer votre crédibilité et désamorcer les attaques. 3. Restez maître de l'agenda. Malgré les attaques personnelles et les critiques politiques, Orbán revient sans cesse à son objectif initial, présenter le programme de la présidence hongroise. Il refuse de se laisser distraire par les provocations. Dans toute situation, gardez le cap sur vos objectifs. Ne laissez pas les conflits vous détourner de votre mission principale. 4. Transformez les attaques en opportunités. Orbán utilise les attaques pour démontrer son leadership et défendre son pays avec passion. Il transforme ainsi une confrontation en une occasion de réaffirmer ses positions et sa vision. Transformez les défis et les critiques en opportunités pour démontrer votre résilience et votre capacité à diriger sous pression. 5. Assumez ses responsabilités. Orbán reconnaît les décisions qu'il a prises, comme son opposition à la nomination de Weber à un poste clé, et les assume pleinement, sans excuse. Les leaders doivent assumer leurs décisions, qu'elles soient populaires ou non, et en accepter les conséquences. Cela inspire le respect, même chez leurs opposants. 6. Restez fidèle à son identité et à ses valeurs. En défendant le modèle constitutionnel hongrois et ses choix de société, Orbán réaffirme le droit de son pays à suivre sa propre voie, indépendamment des pressions extérieures. La fidélité à votre identité et à vos valeurs fondamentales est un pilier de l'excellence. Ne sacrifiez pas ce qui vous définit pour plaire ou pour éviter les conflits. 7. Gérez les critiques personnelles avec professionnalisme. Face à des attaques personnelles, Orbán répond avec fermeté mais sans se laisser emporter par l'émotion. Il replace toujours les critiques dans un cadre politique ou factuel. Restez professionnel dans la gestion des critiques personnelles. Ne réagissez pas avec colère, mais avec une réponse mesurée et argumentée. 8. Cultivez une vision à long terme. Orbán insiste sur les grands défis européens comme la compétitivité et la migration, tout en proposant des solutions concrètes. Cela montre sa capacité à penser à long terme. L'excellence nécessite une vision à long terme. Ne vous contentez pas de réagir aux urgences du moment, anticipez et proposez des solutions durables. Ces leçons, tirées de son discours, montrent qu'un leadership efficace repose sur une combinaison de courage, de préparation, de clarté et d'engagement envers des principes solides. Orbán illustre l'importance de défendre ses valeurs, même dans un contexte hostile, tout en restant focalisé sur l'essentiel. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une leçon particulière qui vous parle davantage? Partagez vos avis en commentaire. Merci pour votre contribution. À très bientôt.